Bonjour à toutes et à tous. On commence doucement le matin, hein, vous inquiétez pas, on commence par de la douceur, de l'économie sociale et solidaire et de la licorne. Donc on va parler effectivement de ce thème qui est un peu volontairement provocateur, hein, qui est quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait voir émerger des licornes qui soient dans l'économie sociale et solidaire et numérique. Donc on va voir qu'il y a une petite contradiction dans les termes, donc on va y revenir, c'est volontaire. Avant de nous lancer dans le cœur du débat, juste d'où je vous parle et qui je suis, assez rapidement. Donc moi, je me définis comme un Jedi de l'Internet, donc c'est une petite joke là aussi, mais ça fait effectivement 22 ans que j'utilise toute mon énergie pour utiliser le numérique au service des ONG, des entrepreneurs sociaux et de l'empowerment des gens, enfin faire de l'Internet un outil pour changer le monde dans une meilleure manière et pour contribuer positivement à la planète et à l'humanité. Donc, ce n'est pas forcément toujours comme ça qu'on utilise l'Internet, mais moi, c'est ma grande passion depuis 22 ans. Donc, j'ai fait ça dans plein de contextes différents. Donc, je suis déjà entrepreneur social récidiviste. Donc, j'ai commencé par créer une entreprise sociale qui s'occupait de la communication et du fundraising numérique des ONG. Donc, là, j'ai travaillé pour pas mal de grosses ONG, de Greenpeace à la Croix-Rouge. C'était l'agence Limite qui existe toujours. Et ce qui m'occupe depuis 6 ans, à plein temps, à 2000%, donc c'est Simplon. On va revenir un petit peu après sur ce que c'est que Simplon. Et comme autre activité périscolaire, parce que j'ai du temps, en plus d'avoir 5 enfants, j'écris des livres. Donc mon premier livre était coécrit avec Nicolas Danet sur Anonymous, parce que j'ai été passionné par ces activistes. Et le deuxième sur l'introduction de l'apprentissage de l'algorithmique et du code en milieu scolaire. Donc lire, écrire, compter, coder. Et encore comme autre activité, parce que j'ai encore du temps, je suis administrateur du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui fédère les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je préside et j'ai co-créé l'année dernière une organisation qui s'appelle FEST, France Éco Social Tech, et qui fédère l'écosystème de la Tech for Good. Donc on va parler de la Tech for Good. Et maintenant, il y a donc un organisme qui les fédère, on va y revenir. Alors, entrons dans le vif du sujet et faisons déjà un sort à ce mot un peu galvaudé, mais qui est quand même sur toutes les bouches, et notamment maintenant au plus haut sommet de l'État, donc les licornes. Alors, les licornes, si on rentre un peu dans le cœur, donc les licornes, effectivement, elles sont avant tout définies, ça a été dit en introduction, par des critères financiers. Donc, c'est effectivement des organisations qui, avant d'être cotées, sont déjà valorisées à $1 milliard. Et maintenant, il y a même des nouveaux stades d'évolution. Il y a les décacornes qui sont valorisés donc 10 milliards et les pentacornes qui sont valorisés 50 milliards. Donc vous voyez qu'on ne s'arrête pas dans la licorne, forcément, ce serait difficile. Et on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'hyperscale. Donc l'hyperscale, c'est l'hypercroissance. Donc elle se définit normalement comptablement quand on fait plus de 40% en 3 ans ou 100% en 1 an. Donc les licornes, elles explosent l'hyperscale. Donc c'est de l'hyper-hyperscale. On parle aussi dans le domaine de la fintech de dragons. Donc ça, c'est des gens qui arrivent à sortir tous les fonds d'investissement qui les ont financés le jour où ils se revendent. Voilà, ça aussi, méfiez-vous des dragons, attention. Et puis, bien entendu, on parle beaucoup d'IPO et de listing d'entreprises dans les bourses, notamment aux États-Unis, donc avec Uber en ce moment. Donc voilà, c'est des critères relativement uniquement financiers, que ce soit de la valorisation ou des levées de fonds. Et donc voilà, c'est ce qu'on définit par licorne. Vous allez me dire quel est le rapport un petit peu avec l'ESS. Et ben, on va voir qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais si on essaye d'investiguer un petit peu cette question-là, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre les licornes et l'économie sociale et solidaire? C'est une bonne question. On va essayer d'y répondre ensemble. Vous voyez que je n'ai pas la solution, mais on va discuter et laisser du temps pour les questions-réponses parce que j'ai bien envie de vous faire réagir. C'est un peu le sens de cette présentation. Déjà, il faut s'entendre sur ce que c'est que la Tech for Good. Donc, il y a plusieurs types de personnes qui s'intéressent à la définition de ce nouveau concept qui est un petit peu à la mode. Donc, vous pouvez, par exemple, le définir comme le fait l'Élysée. Donc avec Cédric O qui avait organisé le premier Tech for Good Summit quand il était conseiller numérique à l'Élysée et maintenant qui est secrétaire d'État au numérique. Donc c'est le Tech for Good Summit. Dans l'idée de l'exécutif, c'est de dire que les acteurs de la tech ont une responsabilité et qu'ils doivent faire des choses bien pour la planète. C'est pour ça à la première édition du Tech for Good Summit, il y avait tous les GAFA, toutes les grosses boîtes du numérique. Et l'Élysée leur demandait de s'engager sur des actions qui étaient positives et de démontrer qu'ils avaient une contribution positive sur la planète. Donc la deuxième édition a été un petit peu plus ouverte sur les entreprises françaises et même l'écosystème tech, puisque moi-même j'ai participé à un groupe de travail aux côtés du patron de Samsung, de Google, d'IBM. Donc ça fait un peu bizarre de se retrouver à la même table que des mastodontes comme ça. Mais voilà, la Tech for Good était là. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est la Tech for Good telle que l'a défini l'écosystème tech un peu.
jeu. Donc à la fois les VC et puis aussi les gens qui fédèrent l'écosystème tech, donc que ce soit France Digital ou des gens comme le Galion. Donc ça, c'est tout ce qui se trouve au croisement de la technologie et de l'impact positif. Donc là, on n'est pas sur des critères de statut ou d'économie sociale et solidaire. On va voir que c'est une conception vraiment élargie de la Tech for Good, donc elle existe et elle a droit de citer. Et en plus, elle y intègre une autre chose dont on va reparler, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, des acteurs de la tech. Donc voilà, c'est à la fois la Tech for Good et la RSE de la tech. Il y a la définition telle qu'on l'a posée à FEST, qui est relativement restrictive, hein, mais qui est de dire quelles sont les entreprises du numérique ou les acteurs qui utilisent le numérique pour atteindre les objectifs du développement durable des Nations Unies, donc les 17 objectifs du développement durable. Voilà, ça c'est la définition restrictive qu'on applique à FEST. Et puis après, il y a autant de définitions qu'il y a d'acteurs. Donc il y a des gens comme le Social Good Accelerator qui disent que les associations qui utilisent la technologie pour améliorer leur impact, c'est aussi de la Tech for Good. Il y a des fonds à impact comme celui qui vient d'être créé entre Citizen Capital et Alliance qui, on va dire, financent la Tech for Good, quel que soit leur statut. Donc ouais, il y a multiples définitions de la Tech for Good. Une autre manière de prendre le problème, c'est pendant Vivatech, donc on a été décerné par BFM Business les Tech for Good Awards, donc 2019. Donc les Tech for Good Awards 2019, première série du genre. Donc vous voyez là, c'est le palmarès des lauréats dans les différentes catégories. Hein, donc vous voyez, donc il y a des gens très très différents, à la fois en termes de statut, de taille. Hein, donc vous avez des gens comme Open Classroom, donc qui est un leader voilà, européen et mondial du e-learning et des cours en ligne. Et vous avez des gens comme Back Market, donc la plateforme qui permet d'acheter et de vendre des téléphones et des matériels reconditionnés. Insect, qui fait donc de la nourriture basée sur les insectes. Boost Heat, qui est une nouvelle génération de chaudières thermodynamiques. Yuka, donc, qui est une application que vous connaissez certainement, qui permet de screener effectivement les produits et pour voir s'ils ont un impact ou des additifs ou des choses comme ça, donc dans le domaine de l'alimentaire. Et Microdon, qui s'est fait connaître non, j'ai été déstabilisé par cet écran, je croyais que ça avait changé, pardon. Qui s'est fait connaître pour avoir mis en place et démocratisé l'arrondi solidaire, à la fois en caisse, à la fois sur les bulletins de salaire, et qui maintenant fait des plateformes d'engagement de compétences. Donc dedans, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire. En fait, je pense qu'au niveau de l'agrément social et solidaire, il n'y en a qu'une, hein, c'est Microdon. Tout le reste, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à l'économie sociale et solidaire, mais qui ont fait soit des grosses levées, soit qui sont effectivement passés à l'échelle sur leur capacité à délivrer des produits qui ont un impact sur la planète. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, les licornes de l'ESS, tout ça, est-ce qu'on se dit que c'est des licornes gentilles, des licornes méchants? Est-ce que c'est des bisounours méchants? On ne sait pas trop. Hein. Quand on mélange licorne, ESS numérique, en fait, on ne sait pas trop où on habite. Donc, on va essayer de creuser ça. Donc, j'en ai un petit peu parlé. La vraie question, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Hein. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on parle de Tech for Good et de licorne Tech for Good quand on est sur les objectifs? Donc, je sais pas, changer l'alimentation pour enlever de la viande et mettre des insectes, ou je sais pas, effectivement, reconditionner des téléphones pour pas consommer d'énergie grise avec l'obsolescence programmée et refaire des nouveaux téléphones tous les 2 ans. Donc ça, c'est effectivement très louable. Et après, il y a quel est mon statut et quel est mon engagement, comment je répartis la valeur, est-ce que j'ai un écart maximum dans l'échelle des salaires, est-ce que je partage mon profit, qu'est-ce que je fais de mon argent si jamais je fais un exit et une plus-value. Donc on voit bien que la Tech for Good et une licorne de l'ESS, elle hésiterait en fait entre ces deux statuts-là. Donc il faut qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc rentrons dans le détail et parlons un peu du cœur du réacteur, hein, c'est-à-dire le fric. Donc parlons un petit peu argent, puisque c'est quand même souvent ça qui définit les licornes, et c'est ça qui est le nerf de la guerre pour tous les opérateurs, et notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc si on parle levée de fonds ou impact, et si on parle d'une licorne qui ne serait pas valorisée en fonction de sa valorisation boursière, parce que ça n'aurait pas de sens pour l'économie sociale et solidaire, mais plutôt sur son impact, on est obligé de regarder qu'en fait, il y a vraiment des types d'acteurs assez différents. Donc déjà, il y a une ligne de fracture en France et dans la plupart des pays du monde entre le monde du profit et le monde du non-profit. Donc effectivement, c'est difficile d'avoir des cohabitations de ces statuts. On va y revenir, même si l'hybridation est en train de se faire à tous les étages. Et donc là, c'est vraiment les acteurs qui se sont illustrés par des levées assez spectaculaires. Donc elles ne sont pas du tout spectaculaires par rapport au monde des licornes et au monde de la tech, mais pour l'économie sociale et solidaire et pour les projets à impact, ce sont des projets qui ont levé beaucoup d'argent. Donc la Ruche qui dit oui, que vous
vous connaissez, Hello Asso aussi, Phoenix qui a levé 15 millions, donc Simplon, nous on a levé dernièrement 12 millions, mais en tout ça fait à peu près 20 millions. Back Market, vous savez qu'ils ont fait une levée spectaculaire. Et puis il y a d'autres acteurs comme ça qui sont fortement capitalisés, qui ont des chiffres d'affaires. Donc, notamment, j'ai pris l'exemple du réemploi et du reconditionnement des matériels numériques, mais on aurait pu prendre d'autres acteurs. Donc ça, c'est un peu les marges de manœuvre et puis les différentes funding qui ont eu lieu ces 2-3 dernières années. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ont un impact considérable, qu'on pourrait qualifier de licorne si on regardait la partie impact, et qui sont purement des non-profit. Donc là, j'en ai cité quelques-unes, mais on va faire un petit zoom. La licorne, la seule licorne qui existe dans l'économie sociale et solidaire, pas du point de vue de la valorisation, puisqu'elle n'est pas valorisée, c'est un groupement d'associations d'intérêt général, c'est le groupe SOS. Parce que pour le coup, on avoisine 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, hein, donc pas de valorisation boursière, et on a 18 000 salariés, des activités dans tous les sens. Donc c'est souvent cet exemple-là, le groupe qui a bâti en 35 ans, donc Jean-Marc Borrello, qui est qualifié de licorne de l'économie sociale et solidaire. Mais on voit bien que là, il n'y a pas de levée de fonds, il n'y a pas de valorisation, et donc là, on est sur une licorne un petit peu spéciale. Après, on peut prendre le problème différemment et se dire que ce n'est pas une question de statut, mais que, par exemple, et ça va être une communication que va utiliser de plus en plus Blablacar, c'est de dire Blablacar, c'est de la tech for good, parce que Blablacar, pour le coup, ça permet à des gens de communiquer, ça permet à des gens de partager des voitures au lieu d'en acheter, ça économise du CO2, etc. Donc ça, c'est un discours sur l'impact indirect du service Blablacar et qui est très, très contributif et massivement contributif en termes d'environnement. Donc là aussi, on pourrait se dire, celle-là, elle n'est pas dans l'ESS, mais c'est aussi une licorne et on sait qu'elle a levé effectivement beaucoup d'argent et la question de la rentabilité va venir après. Et après, vous avez encore d'autres acteurs. Donc là, on est sur un acteur qui est de type licorne ou décacorne ou pentacorne, je ne sais pas. Mais la fondation Bill et Melinda Gates, pour le coup, est aussi un acteur qui, au croisement de la technologie et de l'impact, fait des choses qui sont massives au niveau mondial, hein, avec des budgets dans le domaine de la santé qui sont supérieurs à ceux de l'OMS, et sur l'agriculture, sur l'éducation. Donc là, on pourrait se dire, une licorne de l'ESS avec du numérique dedans, ça pourrait être la fondation Bill et Melinda Gates. Donc là encore, on n'est toujours pas trop fixé sur ce que c'est que la Tech for Good et une licorne de l'ESS, parce qu'on a des gens vraiment très, 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 très différents. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une question qui est liée à une histoire de statut, de valorisation ou de fonds levés. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait définir à l'hybridation de tout ça. Et donc, on n'arrive toujours pas à notre définition de la licorne de l'ESS. Donc, je suis bien désolé. Et si on reste sur l'histoire de l'argent, donc ça c'est très important parce qu'en fait de l'argent on dit souvent oui il n'y a pas de licorne en France parce qu'il n'y a pas assez d'argent, etc. Donc ça commence un peu à changer. Mais sur une licorne de l'ESS ou une licorne de l'impact, en fait, on pourrait se dire, c'est l'argent qui manque comme d'habitude. En fait, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, il y a trop d'argent. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent que de projets. Ça, c'est de l'aveu unanime à la fois des VC et puis aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que soit il y a beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent qui n'est investi qu'en fonds propres et en quasi-fonds propres, donc plutôt sur des sociétés et pas sur des associations. Donc, par exemple, le groupe SOS ne peut pas faire de levée de fonds en capital. Voilà. Donc ça, il se dit, faut que j'aille voir les banques, faut que j'emprunte des banques. Soit, en fait, ce sont des projets qui ne sont pas encore à l'échelle et donc qui font des petites levées. Donc c'est le cas de Simplon, on va y revenir. Hein. Donc lever 12 millions pour être une licorne, c'est pas énorme non plus, même si ça paraît énorme pour l'économie sociale et solidaire. Et il y a beaucoup plus de fonds à impact qui se créent en ce moment que de projets à financer. Donc en fait, il y a des fonds qui se créent, donc il y a beaucoup de fonds d'impact investing, il y a l'épargne salariale solidaire aussi des salariés qui est fléchée sur l'économie sociale et solidaire, donc c'est des centaines de millions d'euros, mais en fait les gens ont du mal à investir ces euros-là parce qu'ils ne trouvent pas de projet qui soit, on va dire, suffisamment posé en termes de modèle économique et suffisamment scalable pour faire des levées de fonds spectaculaires et donc peut-être à terme des licornes. Donc le marché est en train de s'élargir, pas que aux gens qui ont un statut d'économie sociale et solidaire, au Bicorp aussi, qui est un label que vous connaissez, et par exemple les entreprises sociales d'utilité solidaire, donc c'est le cas de Simplon et d'un certain nombre d'acteurs, sont des profit for non-profit, mais qui sont des SAS. Là, on peut faire des levées de fonds. Donc c'est un petit peu là-dessus que se dirigent les fonds, et donc l'entièreté du secteur essaye de se remettre en ordre de bataille pour peut-être abandonner le levier associatif et créer des structures hybrides avec une association, une entreprise sociale. Donc on arrive vraiment à une hybridation complète des modèles. Petite séquence publicité, je ne suis pas là pour vous parler de Simplon, mais je vais vous parler de Simplon quand même.
On est souvent cité comme étant un exemple de ce que pourrait être une licorne de l'ESS. Donc on est bien entendu très très loin, à la fois en termes de chiffre d'affaires, et je ne vous parle même pas de la valo. Mais c'est vrai qu'en 6 ans, on a eu une croissance assez spectaculaire. Donc effectivement, le métier traditionnel de Simplon s'est formé gratuitement des demandeurs d'emploi au métier technique du numérique. Et ce métier-là, il est passé assez rapidement à l'échelle en 6 ans. Donc on a commencé avec une école, maintenant il y en a 82. On est dans 15 pays, on a levé plus de 20 millions d'euros et on fait 20 millions d'euros de revenus. Donc ça, pour l'économie sociale et solidaire, c'est très spectaculaire. Mais là encore, on est très très loin d'une licorne, même si voilà, on en commence à avoir des écoles un petit peu partout. On ne désespère pas d'ouvrir notre école à Nantes, hein, mais bon, voilà, petit clin d'œil. Et on a effectivement exporté ce savoir-faire aussi à l'international. Donc on pourrait dire que c'est une Tech for Good qui fait rayonner la Tech for Good française aussi à l'international, puisqu'on est dans 15 pays. Et les chiffres d'impact sont là, mais vous voyez, en fait, c'est des chiffres qui sont impressionnants parce qu'on n'a que 6 ans et qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, mais on est vraiment loin de quelque chose qui pourrait s'approcher d'une licorne de l'impact, hein, puisqu'avoir formé 5000 personnes et peut-être 700 000 jeunes sensibilisés en 6 ans, bah, en fait, c'est un peu l'épaisseur du trait quand on sait qu'il y a des millions de chômeurs et des millions de personnes qui sont en difficulté avec le numérique. Donc voilà, ça c'est nos chiffres d'impact. Pourtant, on est des opérateurs qui travaillons avec la Tech for Good. Donc, on a des partenariats avec Apple, on fait des choses avec Capgemini, on a fait des trucs avec Microsoft. Donc, on est aussi un partenaire de la Tech for Good version Élysée, c'est-à-dire avec les GAFA qui font des choses avec nous. Donc, on pourrait dire que ça y ressemble, mais ça y ressemble pas du tout. Donc, malheureusement, là aussi, je ne suis pas là pour vous dire que Simplon sera la future licorne de l'ESS. Donc, on n'y est toujours pas. Désolé, on tourne en rond, là, j'ai l'impression qu'on perd du temps. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire émerger des licornes de l'ESS ? Donc, on arrive sur le cœur du sujet. Dans l'écosystème, ça c'est l'écosystème non Tech for Good. Bon, c'est un truc qui date un petit peu, mais qui donne un peu une idée de la complexité de ce que peut être un écosystème. L'écosystème Tech for Good, en fait, il existait, mais il n'existait pas de manière formalisée. Donc c'est pour ça qu'en mars dernier, on a créé France Éco Social Tech pour le cartographier, pour le recenser et pour le fédérer. Donc là encore, on a 140 adhérents à France Éco Social Tech. Donc il y a beaucoup plus que 140 structures qui font de la Tech for Good en France. Et notamment, on a un tropisme très parisien, comme d'habitude. Donc on n'a pas regardé partout dans les autres territoires où il y avait de la Tech for Good. Donc ça, c'est notre volonté. Mais donc ça existe. Donc il y a une maison commune où tous les gens qui travaillent avec de la tech pour faire de l'impact social peuvent se retrouver et donc voir des VC, parler juridique, hybridation, fondation, etc. Donc sachez que ça existe. Ça s'appelle FEST et donc on fait notre assemblée générale la semaine prochaine, donc pour ceux qui veulent rejoindre le mouvement. Donc il y a ça qui structure l'écosystème. Il y a de plus en plus de collaboration entre les grands groupes et les startups de la Tech for Good. On sait qu'en France c'est très important, c'est un marqueur très français, la collaboration des grands groupes et des startups, hein, que ce soit sur de l'innovation ou des partenariats. Donc il y a des choses, j'ai pris 2 exemples qui sont anecdotique parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais donc Capgemini travaille avec l'ensemble des fellows Ashoka qui sont sur le numérique pour faire des choses qui transforment son business et la manière de faire du business. Et BNP Paribas a fait un partenariat avec Carnot Computing pour chauffer un certain nombre de ces bâtiments avec l'énergie des ordinateurs. Donc voilà, il y a des collaborations comme ça. On est dans le cadre de partenariats, on va dire, grands comptes et start-up assez classiques. L'écosystème aussi s'y est mis. Donc France Digital a pris à bras-le-corps la thématique Tech for Good. La BPI commence à financer des projets de l'ESS. Donc ça aussi, c'est nouveau. Au Galion, il y a un groupe de travail sur l'impact, qui est piloté par Jean Moreau de Phoenix et moi-même. Le French Impact, qui est donc l'équivalent de la French Tech, mais pour l'économie à impact, en fait, s'est mis aussi en ordre de bataille pour pousser la Tech for Good. Et à Station F, il y a un talk de Roxane pas longtemps dans la salle d'à côté. Il y a un track spécialisé sur les startups issues de la diversité qui s'appelle le Fighters. Et il y a un certain nombre de startups Tech for Good qui sont incubées à Station F, donc comme Yuka, mais il y en a d'autres aussi. Donc ça bouge aussi dans l'écosystème. Donc on peut se dire, voilà, les planètes sont bien alignées, on va avoir bientôt des licornes. Mais on est toujours quand même dans la même logique, une logique qui est assez française, hein, qui est la création de champions. Donc on est toujours à se dire, la licorne de l'ESS, il faut qu'on prenne un favori, un premier de la classe ou quelqu'un qui a déjà passé à l'échelle et il faut qu'on le pousse à fond, que ce soit notre champion français, notre champion européen, etc. On n'a pas forcément de grands track record pour dire que c'est la meilleure stratégie. Moi, j'ai des sérieux doutes sur cette stratégie. Et en plus, parce que we are the champions, mais donc il y a no time for loser. Donc en fait, si vous n'êtes pas champion, tant pis pour vous. D'autant qu'il y a eu un petit coup de
tonnerre dans le ciel bleu de la Californie il y a quelques semaines, puisque Tim O'Reilly, qui est quand même pas ce qu'on appelle un gauchiste de base dans la Silicon Valley, a fait un papier disant que la théorie de l'hypercroissance, de ce qu'il appelle le blitzscaling, et le fait d'aller au plus vite, on va dire en first mover advantage, le plus haut possible, et d'avoir le plus d'utilisateurs, et après de faire une IPO, c'était une stratégie fake, et qu'en fait ça a montré qu'il n'y avait pas de solidité. Il y a des gens qui sont en IPO, c'est le cas en ce moment, et qui perdent de l'argent, et qu'en fait c'était quelque chose qui masquait l'idée qu'il n'y avait pas vraiment un vrai modèle derrière. Donc ça, en plus, si même la Silicon Valley se pose des questions sur l'hyperscale et l'hypercroissance et la théorie des champions qui gagnent tout parce qu'ils sont premiers, on doit carrément se poser cette question-là aussi pour l'économie sociale et solidaire. Ça me semble, si on veut créer des licornes de l'ESS, c'est assez inspirant de voir que le modèle des licornes, en fait, il a aussi ses limites. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Mais si on ne fait pas des champions, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a toujours pas résolu notre question de comment on fait des licornes de l'ESS. Donc il y a peut-être une autre voie. Donc j'en trouve des pistes. L'autre voie, c'est peut-être de ne pas essayer de créer des champions, mais plutôt de favoriser pas la compétition entre les projets, mais plutôt l'entraide et la coopération et la convergence avec les projets. Donc ça, c'est des loustiques que vous connaissez peut-être pour certains, donc Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Ils ont écrit ce bouquin qui est assez exemplaire et qui montre qu'en fait, le pseudo-darwinisme ou l'état de nature de la guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme, etc., où les espèces se poussent des coudes pour pouvoir grossir au détriment des autres, tout ça est un discours de justification, et en fait on peut très bien réécrire complètement le vivant avec une autre façon, qui est de dire qu'en fait c'est l'entraide qui est première, et c'est ça la vraie loi de la jungle en fait, c'est le fait que les espèces collaborent les unes avec les autres, et que c'est parce qu'elles sont en écosystème et qu'elles collaborent qu'elles grossissent et qu'elles font grossir des gros, mais que les gros ne sont gros que parce qu'il y a des petits à côté. Donc ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant, surtout si on est sur de l'impact social, et donc on pourrait imaginer que les licornes de l'ESS, en fait ce ne soient pas des licornes de champions, mais ce soit des licornes d'entraide. Et là, on pourrait commencer à regarder quelque chose d'incroyable. Vous ne trouvez pas? Donc, qu'est-ce que ça pourrait être des licornes de l'entraide et qui ne soient pas des champions? Donc, il y a des exemples et il y a des précédents. Donc, ça, c'est un exemple que je trouve génial, puisque l'Alliance pour l'éducation, c'était déjà plein de mécènes qui s'étaient réunis pour faire de la lutte contre l'illettrisme et pour l'éducation et contre le décrochage une cause commune. Donc il y avait plein de fondations qui s'étaient réunies. Et là, ils viennent de fusionner avec une grosse ONG qui s'appelle United Way. Donc en fait, c'est une fusion d'une alliance avec quelque chose de plus gros. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant de faire des concentrations et des fusions dans ce domaine-là, puisque là, pour le coup, l'impact est au rendez-vous. Et l'autre exemple assez emblématique, c'est la fusion récente de deux associations majeures dans le domaine de l'égalité des chances, donc Passeport Avenir et Fratelli, qui ont fusionné pour devenir Article 1. Ça, c'est extrêmement intéressant de voir deux acteurs qui étaient moyens de taille et presque concurrents, puisqu'en fait, ils faisaient la même taille, ils allaient voir les mêmes financeurs, qui se sont dit, mais on va arrêter de se piquer les financeurs, on va fusionner, et comme ça, on va fundraiser plus, et on aura plus d'impact, et on va mutualiser les choses. Ça me semble être une très, très bonne piste aussi de favoriser un écosystème où les fusions et les convergences seraient la norme, et pas d'instrumentaliser la compétition entre les projets en disant alors on va faire un appel à projet pour les champions. Alors qui sera le champion du numérique? Mais le champion du numérique, on s'en fiche que ce soit Simplon ou Emails Connect ou autre chose. En fait, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc ça, je crois beaucoup au fait de favoriser les fusions. L'autre chose auquel je crois, c'est les joint ventures. Donc, ils ont pitché, je crois, l'année dernière, Access Inclusive Tech, donc, qui est une joint venture entre Accenture et Ares, qui est une grande entreprise d'insertion. Donc, ça aussi, c'est très intéressant de faire des joint ventures. Là aussi, on est dans la mutualisation. On est dans une collaboration grand groupe, acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui peut permettre d'imaginer un scale-up important. Donc pour l'instant, je ne crois pas que ce soit le cas pour Access Inclusive Tech, parce que je crois qu'ils ont une trentaine ou une quarantaine de salariés en insertion, mais avec la force d'Accenture et le temps qui passe, peut-être qu'effectivement Accenture va pousser auprès de tous ses clients le fait de travailler avec Ares dans Access Inclusive Tech, et donc ça va créer des centaines de milliers d'emplois avec de la technologie. Donc ça, c'est une piste aussi extrêmement intéressante. L'autre piste intéressante, et ça c'est un cheval de bataille un peu perso, je saoule tout le monde avec ça, donc désolé si vous m'avez déjà entendu parler de ça, mais en fait moi je pense que personne ne peut sauver le monde tout seul, et donc il faut qu'on fasse comme dans le film, qu'on fasse des Justice League.
C'est-à-dire que c'est pas Superman qui va sauver le monde, c'est pas Wonder Woman, c'est pas Batman. En fait, c'est quand ils se mettent tous ensemble et qu'ils mettent sa race à Thanos, quoi. Donc en fait, on ne pourra gagner sur des problèmes qui nous dépassent tous que si on fait des Justice League et si on fait converger tous les champions les uns avec les autres. Et ça, c'est des choses qui commencent à se faire, mais qu'il faudrait complètement encourager. On l'a fait, nous, par exemple, avec Whittaker, dans le cadre d'un appel à projet French Impact Pionnier, où là encore, les pionniers, il fallait répondre en tant que pionnier. Donc c'était, moi, je suis un pionnier, et toi, tu n'es pas un pionnier, etc. Nous, on a choisi de répondre ensemble, avec un consortium, à cet appel à projet, et donc de réunir la Croix-Rouge, Bibliothèques sans frontières, les régies de quartier, Simplon, Whittaker et Emmaüs Connect, pour essayer de plier une bonne fois pour toutes, en ayant vraiment un gros impact, l'illettrisme numérique, et donc les 14 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique. C'est pas Simplon tout seul qui va se faire les 14 millions, ni Whittaker, ni Emmaüs Connect. Donc en fait, on ne peut le faire que si on fait des convergences et des Justice League. Dans la médiation numérique aussi, il y a une tentative de Justice League avec la coopérative de la Mednum qui réunit tous les acteurs. Ça, c'est extrêmement intéressant. D'autres choses très intéressantes, c'est les coopérations territoriales. Donc là, il y a plein d'exemples de territoires zéro chômeur, French Impact Territoire, les startups de territoire, les pôles territoriaux de coopération économique. Donc ça, à l'échelle des territoires, on pourrait aussi imaginer que des acteurs se fédèrent et qu'ensuite, après, on fédère des territoires et qu'on arrive à faire une espèce de licorne virtuelle par la coopération de tous les acteurs dans les territoires. Donc ça, c'est une piste, le territoire aussi. Et en matière de thématiques, il y a des dispositifs de financement de l'État qui, au lieu de nous instrumentaliser les uns contre les autres, nous obligent à travailler ensemble et à répondre en consortium. Et ça, pour le coup, c'est des bons exemples de comment répondre en consortium. C'est donc le programme d'investissement des compétences, le plan des investissements d'avenir aussi, et par exemple la grande école du numérique. L'autre piste, ça pourrait être l'open source. C'est-à-dire que la licorne, ça pourrait très bien être de faire passer à l'échelle une méthode qui marche, mais au lieu que ce soit l'opérateur qui l'a inventée, qui essaye de la faire passer en échelle, ou même en franchise, c'est la libérer en Creative Commons. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec notre propre méthode. Donc maintenant, toutes les organisations qui voudraient faire une école type Simplon, elles pourront le faire en ayant notre toolbox de manière gratuite en Creative Commons. Et donc la piste des communs, elle est très très intéressante. Elle a même été discutée ici à Numérique en commun il n'y a pas longtemps, hein, ici même à Nantes. Et donc ça, c'est très intéressant aussi de se dire on peut scaler l'impact sans forcément faire grossir les acteurs en libérant en Creative Commons les ressources. Donc là, on y est presque. Hein, on a commencé à avoir des pistes de comment on peut faire une licorne de l'ESS, mais on n'a toujours pas traité quand même le problème central. Donc j'y reviens. C'est que c'est peut-être pas la tech qui a la solution au problème du monde. On parle de solutionnisme technologique, tout le monde dit, ça c'est une série que j'adore qui est Silicon Valley, hein, donc Make the World a Better Place, c'est la promesse de la technologie, mais ça se trouve, c'est pas la technologie qui va changer le monde. Peut-être même que la technologie est un problème en soi, et peut-être même que le numérique c'est une partie de la solution, mais c'est aussi une partie du problème. Peut-être qu'il faudrait que les licornes, déjà, elles commencent par arrêter de faire n'importe quoi et de détruire le monde ou d'avoir un impact écologique ou sur vos données, etc. Peut-être que Black Mirror a un petit peu raison. Et donc, peut-être qu'il faut déjà commencer par dire on arrête les licornes pour qu'on ait de l'économie sociale et solidaire et des impacts positifs. Peut-être que c'est le problème des licornes et que le numérique est un problème en soi et que donc de scaler des projets numériques, ce n'est pas la bonne solution. Je ne reviens pas sur l'impact du numérique, hein, l'impact écologique, l'impact sur des régions comme la République démocratique du Congo, ou le fait que Jeff Bezos essaye de nous faire croire que le cloud d'Amazon tourne avec des éoliennes, ou le problème des terres rares, etc. Tout ça, vraiment, il faut s'y intéresser. Si on parle de licorne de l'ESS, il faut penser l'impact négatif du numérique. C'est un pharmacone, le numérique, donc c'est à la fois un remède, mais aussi un poison. Et donc, tant qu'on ne dépoisonne pas le numérique, à quoi bon faire des licornes ? Et aussi, il y a une espèce de... Il y a de la tech for good, mais il y a de la tech for evil. Et en fait, il y a des acteurs de la technologie qui font n'importe quoi et qui sont nuisibles. Donc peut-être qu'avant de créer des licornes de la tech, peut-être qu'il faut détruire toutes les licornes qui font n'importe quoi avec le numérique. Ça aussi, ça pourrait être une piste. Au lieu de faire des licornes de l'ESS, on pourrait tous se lier. C'est un peu bizarre ce que je dis. Mais en même temps, la tech for good, elle a de sens que aussi parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi avec la technologie. Donc pourquoi pas imaginer que tous les acteurs de la tech arrêtent de faire n'importe quoi et qu'on ait des vraies licornes de la tech qui soient comme Patagonia, qui soient complètement cohérentes du début à la fin. Donc peut-être que fait, la vraie target, c'est pas de créer des licornes de l'ESS, mais c'est en fait de faire en sorte que les licornes deviennent plus responsables et plus ESS. Peut-être qu'il faut qu'on pousse Blablacar à aller encore plus loin sur la partie carbone, au lieu de créer un Blablacar open source, par exemple. Peut-être que c'est une solution, ça aussi, pour faire des licornes de l'ESS.
peut-être que les licornes doivent accepter d'avoir une grande responsabilité par rapport aux grands pouvoirs qu'ils ont, et peut-être qu'il faut les forcer à devenir des licornes de l'ESS aussi, ou peut-être qu'elles vont le faire aussi, spontanément, parce qu'elles n'auront pas le choix, et puis parce que ce sera le sens de l'histoire. Donc peut-être que Macron a raison, en fait, finalement, au bout de cette presse. Ça fait bizarre d'arriver à ça. Hein. Mais peut-être, pourquoi pas, on ne l'exclut pas, hein, on va chercher tous les moyens. Et puis peut-être qu'en fait, personne n'a raison, parce qu'en fait, ce qui va nous arriver dans les prochaines années, c'est l'effondrement. Et donc peut-être que ça ne sert absolument à rien de faire des licornes de l'ESS, parce qu'en fait, la tech est le problème et pas la solution. Donc ça, j'y reviens. L'effondrement et la technologie, nous, ça nous empêche de dormir à Saint-Plon. J'imagine qu'on n'est pas les seuls. Donc qu'est-ce que ça pourrait être des licornes de l'ESS qui prennent en charge cette idée que la tech est aussi un problème. Et peut-être qu'il ne faut pas de licorne. Donc je vais vous laisser en plein milieu du gué sans solution. Hein. C'est tant pis pour vous, mais on garde du temps pour les questions. Et peut-être que c'est le contraire qu'il faut faire. Peut-être que c'est Schumacher et d'autres gens qui ont raison. Et peut-être que c'est Small is Beautiful en fait, qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut des micro-projets qui sont fédérés et qui font des licornes, mais de manière décentralisée, par grid. Peut-être que c'est ça. Peut-être que la licorne, en fait, il faut l'imaginer comme étant un ensemble de micro-projets qui sont fédérés par quelque chose. Et peut-être que ce n'est pas de la tech for good qu'il faut faire, peut-être que c'est de la low-tech for good. Donc intéressez-vous là aussi aux questions des low-tech. À Saint-Plon, on s'y intéresse vraiment sérieusement. On est en train de monter une école de low-tech en fait, à Guingamp, avec l'agglomération de Guingamp et Goodwill Management et le Low-Tech Lab, où on va former des techniciens low-tech. Donc la low-tech, c'est le contraire de la high-tech. Donc c'est une manière d'avoir un impact technique en utilisant un moyen technique, mais un moyen technique qui est durable, renouvelable, économe en énergie, en ressources. Et donc, c'est une manière, peut-être qu'il y a un Internet low-tech à pousser, et peut-être que les nouvelles licornes de l'ESS, elles doivent être des licornes de l'ESS low-tech. Donc ça, je vous laisse là-dessus, et je vous invite à réagir à ce qui vient de se passer. Mais en tout cas, on ne lâche pas l'affaire, c'est le même joueur, et on remet une pièce, et on continue le combat. Merci beaucoup.